Philippe Mérieux, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Dans votre article que l'on trouve sur le site mérieux.com, si la compétence n'existait pas, il faudrait l'inventer, vous évoquez la responsabilité éducative du professeur de PS. Alors cette discipline a toujours été très sensible aux contextes sociaux, économiques, politiques, culturels, et elle écrit aujourd'hui son histoire dans un contexte très particulier. Vous venez d'écrire « Éduquer après les attentats ». La question que j'ai envie de vous poser pour commencer, c'est en quoi le PS vous paraît-elle fondamental aujourd'hui ? Oui, je ne suis pas un spécialiste ni de l'histoire ni de la didactique de l'EPS. Néanmoins, j'ai une représentation un peu de l'évolution de l'EPS depuis une centaine d'années. Et je perçois bien comment l'EPS a été traversé par des projets différents, comme vous venez de l'évoquer. Le PS a été régi pendant longtemps, on le sait, par un paradigme à caractère militaire. C'est les bataillons scolaires de Jules Ferry. Elle a presque simultanément et assez longuement été régie par un paradigme hygiéniste. Il s'agissait d'abord de s'intéresser à la santé de l'enfant, et le PS, à cet égard, s'inscrivait dans tout un ensemble de gestes éducatifs autour de la nourriture, autour du soin que l'on donne à son corps, de la propreté, etc. Ensuite, il me semble que ce qui a émergé, c'est un paradigme plutôt sportif. C'est le sport qui est devenu un petit peu la matrice de l'EPS. Mais j'ai vécu pour ma part toute une période où ce paradigme sportif a été presque démantelé par un paradigme autour de l'apprentissage des activités motrices. Et j'ai moi-même travaillé avec des professeurs de PS qui m'ont beaucoup apporté à ce niveau-là. En m'expliquant par exemple que dans le paradigme sportif, quand on saute à la corde, eh bien c'est la performance du saut à la corde qui compte. Dans le paradigme des activités motrices, ce qui compte, c'est moins la performance pure que la capacité, y compris pour un élève en surcharge pondérale par exemple, d'identifier son centre de gravité, de faire basculer le corps et d'accéder à une performance qui ne sera pas sur le plan sportif une performance exceptionnelle, mais qui pour lui représentera une maîtrise de son corps qui lui permet d'accéder à des compétences de niveau supérieur. Donc moi j'ai vécu ce moment-là il y a une vingtaine d'années où on sentait la tension entre le paradigme sportif et le paradigme de l'apprentissage des activités motrices. Il me semble aujourd'hui que le paradigme sportif est en train de revenir un petit peu par rapport au paradigme des activités motrices et pour moi, si je réfléchis à ce qui me paraîtrait essentiel à prendre en compte par la discipline EPS, je le formulerai volontiers en empruntant une formule au psychanalyste Jacques Lévin en disant c'est la capacité à sortir de ce que Jacques Lévin appelait le corps primaire. Le corps primaire, c'est-à-dire un corps qui s'inscrit dans une immédiateté pulsionnelle. C'est un corps qui n'est pas celui de la maîtrise du geste et donc pas celui de la maîtrise de l'intention. C'est un corps dans lequel le mouvement est confondu avec l'agitation. C'est un corps dans lequel l'activité est confondue avec l'activisme. C'est un corps qui n'est pas habité par une conscience et une pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons dans la société besoin que nos enfants grandissent en maîtrisant le corps primaire et en habitant le corps primaire, de telle manière à se dégager de cette pulsionalité, de cette agitation, de cet activisme dans lequel ils sont. Se dégager du corps primaire, c'est déjà pour moi maîtriser le geste. Un geste qui peut sortir de l'approximation pour être habité par une intention. On trouverait d'ailleurs cela déjà dans
certains pédagogues de la grande tradition pédagogique comme Pestalozzi qui parlent de la capacité à fixer le regard, à poser la main sur l'épaule d'autrui sans l'agresser. On trouverait cela chez un certain nombre de théoriciens de l'éducation artistique qui reprennent certaines formules théâtrales. Par exemple, quand Louis Jouvet explique que dire bonjour, saluer sur une scène, c'est porter sa main de telle manière que la totalité de l'intention du sujet passe dans cette main et que les muscles de la main fassent mal. Tout le contraire de cette agitation, de ce mouvement débridé, permanent, dans lequel sont un grand nombre de jeunes. C'est-à-dire habiter le corps par l'intention, retrouver l'unité du corps et de l'esprit, réinstituer l'intentionnalité dans la corporéité, sortir de ce corps primaire pour avoir un corps qui ne soit pas un corps viande, ni un corps machine, mais un corps sujet. Le corps viande, on le connaît, il est étalé dans un certain nombre de clips vidéo, mais aussi de publicités. Le corps machine, on le connaît aussi, c'est le corps qui est réparé en changeant des pièces, selon le vieux paradigme de la métrie. C'est un corps qui a perdu son unité, son caractère holistique. Je crois que le PS pourrait nous aider, avec d'autres disciplines, à accéder à un paradigme nouveau qui serait celui du corps sujet, c'est-à-dire d'un corps non découpé, non séparé de l'intentionnalité fondatrice, de la conscience et de la pensée, mais complètement habité par cette conscience et cette pensée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il faut que je lâche prise sur mon propre corps. Bien évidemment, je ne peux pas habiter, au sens où je l'évoquais tout à l'heure, quand je parlais du geste de Jouvet, je ne peux pas habiter mon corps à chaque instant, ce serait pénible, ce serait même violent comme effort à faire. Mais je crois que dans le monde actuel, et compte tenu de la multiplication des stimuli auxquels nos enfants sont soumis, qu'ils aient des temps et des moments où ils apprennent à habiter leur corps, où ils apprennent à se réinstituer sujet de leur propre corps, à sortir du corps primaire pour accéder à la conscience de leur corporéité et d'un corps qui les habite, ça me paraît indispensable. Alors, en vous écoutant, je me disais, est-ce que Pierre Parlebas, quand il fait émerger le concept de conduite motrice, je ne sais pas si c'est un concept que vous avez, dont vous avez entendu parler, que vous avez... Oui, bien sûr. Mais il me semble qu'il y a cette idée chez Pierre Parlebas d'un sujet avec des intentions. Et peut-être que la différence entre comportement moteur et conduite motrice, beaucoup passent à côté. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être beaucoup d'enseignants qui finalement deviennent des enseignants sportifs, des enseignants du sport, plus que des enseignants d'EPS. Quelle n'est pas là la différence ? Oui, je me retrouve très bien dans la différence entre comportement et conduite. Et si je n'utilise pas tout à fait le même vocabulaire que Pierre Parlebas, je suis assez sur la même ligne que lui dans ce domaine-là. Je crois que précisément ce que Pierre Parlebas appelle la conduite motrice, c'est la capacité à habiter le corps par la pensée, voire par une stratégie, puisque dans le cas des sports collectifs, c'est toute une stratégie qui doit être intériorisée, où est le ballon, où sont les autres, etc. Et cela doit aboutir à une conduite, sinon totalement maîtrisée, du moins partiellement maîtrisée.
Qu'on puisse totalement maîtriser sa conduite, je n'en suis pas complètement sûr, sauf à être un sportif de très très haut niveau ou un acteur de théâtre ou de cinéma qui habite totalement chacun de ses mouvements. Je ne suis pas sûr que l'élève de 8 ans ou de 9 ans puisse accéder à ce niveau de maîtrise du sportif de haut niveau, mais qu'il puisse s'investir dans son corps et piloter en quelque sorte, quoique l'image n'est pas très bonne parce qu'elle indique qu'il y a un pilote dans l'avion et elle sépare le pilote de l'avion, alors que pour moi, le pilote et l'avion, c'est pas la bonne métaphore pour expliquer le corps et la pensée. Hein. Il n'y a pas l'un dans l'autre, on n'est pas du tout dans la même chose. Mais si nous reprenons cette image du pilotage qui est facile à comprendre, pour qu'il puisse piloter cet élève, ses réactions motrices en fonction d'un ensemble d'éléments qu'il aura perçus, d'un contexte qu'il aura intériorisé et d'une intention qu'il aura construite. Et il me semble qu'il y a chez Pierre Parlebas et beaucoup de didacticiens de l'EPS cette volonté de construire la conduite à partir du contexte et de l'intention, dans l'interaction du contexte et de l'intention, ce qui renvoie à la prise d'information. Prendre de l'information dans un sport collectif, c'est compliqué, il faut maîtriser toute une série de choses qui vous arrivent simultanément, prendre de l'information et en même temps développer sur ces informations un projet particulier, cela dans un temps extrêmement court, ce qui nécessite une densité de pensée qui, même si elle n'est pas formalisée et explicitable verbalement, est une grande densité et qui me paraît relever d'un très haut niveau taxonomique.